Bonjour, nous abordons maintenant le chapitre 2 qui s'intitule « Des orbitales atomiques aux orbitales moléculaires ». L'objectif de ce chapitre est de pouvoir réaliser des diagrammes d'orbitales moléculaires complexes, mais également et surtout de comprendre ce que signifient ces diagrammes d'orbitales moléculaires. Voici le plan de ce chapitre 2. Et donc dans la première partie, nous allons étudier les atomes polyélectroniques. Pour ces atomes polyélectroniques, nous allons chercher, comme précédemment, à résoudre les équations de Schrödinger correspondantes. Et pour ce faire, la première étape est d'écrire l'opérateur hamiltonien pour ces systèmes. Dans un premier temps, nous allons étudier l'atome polyélectronique le plus simple, c'est-à-dire l'atome d'hélium, qui est constitué d'un seul noyau et de 2 électrons. Nous étendrons ensuite ce que nous verrons au cas à n électrons, c'est-à-dire pour un atome polyélectronique quelconque. Donc dans l'atome d'hélium, il y a 3 distances importantes à prendre en compte. La distance électron-noyau 1, la distance noyau-électron 2 et la distance électron 1, électron 2. Donc voici l'équation que nous devons résoudre. Donc que je note, qui est notée ici 3 fois, simplement avec 3 notations différentes. Dans la première, le R1 vectoriel ici signifie, ce R1 vecteur signifie l'ensemble des coordonnées de l'électron 1, que je peux écrire de manière beaucoup plus développée en notant explicitement X1, Y1, Z1 si je travaille en coordonnées cartésiennes, mais que je peux également noter de manière un peu plus condensée ici, simplement en notant 1 les coordonnées de l'électron 1 ou 2 les coordonnées de l'électron 2. Dans ce système, ou en tout cas ce système, est caractérisé par 5 énergies. L'énergie cinétique de l'électron 1, l'énergie cinétique de l'électron 2, le potentiel d'interaction électrostatique, l'énergie d'interaction électrostatique entre le noyau et l'électron 1, l'énergie d'interaction électrostatique entre le noyau et l'électron 2, et enfin l'énergie d'interaction électrostatique entre les 2 électrons. Par conséquent, l'hamiltonien du système s'écrira comme la somme de 5 opérateurs. L'opérateur énergie cinétique de l'électron 1, l'opérateur énergie cinétique de l'électron 2, l'opérateur interaction électron 1 noyau, l'opérateur d'interaction électron 2 noyau et l'opérateur d'interaction électron-électron. Vous connaissez la forme de ces 5 opérateurs puisque nous les avons vus dans le chapitre 1. Et voici comment s'écrit l'hamiltonien de ce système, avec ici les opérateurs énergie cinétique, les opérateurs d'interaction électron-noyau et l'opérateur d'interaction électron-électron. Je peux écrire cet hamiltonien sous une forme un peu plus condensée en utilisant le système d'unité atomique que nous avons vu également au chapitre 1 et dans lequel h bar vaut 1, la masse de l'électron vaut 1, 4pi epsilon 0 vaut 1 et la charge élémentaire E vaut 1. Donc voici l'hamiltonien écrit en unité atomique. Donc vous voyez qu'avec une forme beaucoup plus condensée que lorsque l'on fait apparaître toutes les constantes. 2 points importants sont à noter ici. Vous voyez que ici nous avons 2 Laplaciens, delta 1 et delta 2. Donc, bien entendu, ces 2 Laplaciens ont exactement la même forme mathématique, puisque ce sont simplement 2 Laplaciens. L'indice 1 ou 2 ici signifie simplement que le premier Laplacien ne s'applique que sur les coordonnées de l'électron 1, alors que le deuxième ne s'applique que sur les coordonnées de l'électron 2. C'est exactement ce que nous avions vu dans le chapitre 1, lorsque nous avions étudié la particule confinée en 2 dimensions. Lorsque nous avions vu la particule confinée en 2 dimensions, l'hamiltonien s'écrivait comme la somme de 2 hamiltoniens, le premier ne s'appliquant que sur les coordonnées x, le second ne s'appliquant que sur les coordonnées y. La forme mathématique était la même, c'était simplement la coordonnée sur lesquelles l'opérateur s'appliquait qui était différente, et donc c'est la même chose ici. De même, 1 sur R12 ou 1 sur R1 ou 1 sur R2 ont la même forme mathématique. La seule différence, c'est que dans le premier cas, on parle des coordonnées de l'électron 1, dans le deuxième cas, des coordonnées de l'électron 2. Donc, ayant écrit notre hamiltonien, il faut maintenant
donc résoudre l'équation de Schrödinger qui lui est associée. Donc je rappelle, premier terme, énergie cinétique des électrons, deuxième terme, interaction électron-noyau, et interaction électron-électron. Nous allons tenter de résoudre l'équation de Schrödinger associée à ce système, et c'est maintenant que vont apparaître les premiers problèmes mathématiques, les premières limitations mathématiques. Donc pour résoudre cette équation, il faut pouvoir séparer les variables, c'est-à-dire écrire notre Hamiltonien total, que nous connaissons maintenant, comme une somme de deux Hamiltoniens, comme une somme de deux opérateurs, l'un ne s'appliquant que sur les coordonnées de l'électron 1, le second ne s'appliquant que sur les coordonnées de l'électron 2. Et on voit que cette séparation des variables est impossible à réaliser ici du fait de l'opérateur d'interaction entre les électrons. En effet, dans cet opérateur, nous avons ici la distance entre l'électron 1 et l'électron 2, et cette distance ne peut pas s'écrire comme un opérateur qui ne dépend que des coordonnées de l'électron 1, plus un opérateur qui ne dépend que des coordonnées de l'électron 2. Par conséquent, la séparation des variables est impossible. Il est donc impossible de résoudre cette équation de manière analytique, et nous ne pouvons pas obtenir de forme analytique pour la fonction d'onde du système. Par conséquent, pour résoudre l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hélium, il va nous falloir faire des approximations. La première de ces approximations, sur laquelle nous allons travailler maintenant, est de négliger purement et simplement le terme qui nous ennuie mathématiquement, c'est-à-dire de négliger l'interaction électron-électron. Donc si on néglige purement et simplement cette interaction, notre Hamiltonien s'écrit maintenant de la manière suivante, et on voit ici que l'on peut très facilement écrire cet Hamiltonien comme la somme de deux opérateurs, l'un ne dépendant que des coordonnées de l'électron 1, le second ne dépendant que des coordonnées de l'électron 2. Donc je les ai écrits ici, en unité atomique, et donc vous voyez bien que l'Hamiltonien total s'écrit comme la somme de ces deux opérateurs. Par conséquent, il est possible de séparer les variables. Ces deux opérateurs, si vous les regardez bien, nous les connaissons. Ce sont les opérateurs d'atomes hydrogénoïdes avec un noyau de Z égale 2. C'est-à-dire, ce sont les Hamiltoniens pour l'ion hydrogénoïde hélium+. Et nous connaissons les vecteurs propres et les valeurs propres de ces deux opérateurs, puisque ce sont les orbitales atomiques des hydrogénoïdes que nous avons vus précédemment dans le chapitre 1. De même, les valeurs propres, ce sont les énergies associées à ces orbitales atomiques que nous avons également vues dans le chapitre 1. Par conséquent, nous connaissons les vecteurs propres et les valeurs propres de ces opérateurs, et donc, nous pouvons écrire très simplement la fonction d'onde totale du système, c'est-à-dire de l'atome d'hélium, comme le produit des vecteurs propres de H1 fois le produit des vecteurs propres de H2. Et les valeurs propres totales, c'est-à-dire l'énergie totale pour l'atome d'hélium, peut s'écrire comme la somme des valeurs propres de l'opérateur H1 plus les valeurs propres de l'opérateur H2. Et par conséquent, nous avons résolu l'équation de Schrödinger pour ce système, puisque nous avons l'ensemble des vecteurs propres que nous connaissons et l'ensemble des valeurs propres que nous connaissons également. Donc maintenant, si nous souhaitons déterminer l'état fondamental pour ce système, il nous faut appliquer le principe d'exclusion de Pauli que je vais vous rappeler ici, puisque vous l'avez vu l'an dernier. Donc il peut se formuler de deux manières. La première, une orbitale atomique peut décrire au maximum deux électrons, qui vont alors ne différer que par leur état de spin. La seconde formulation, deux électrons doivent au moins différer par un de leurs quatre nombres quantiques, n, l, m ou ms. Sachant que lorsqu'un électron est décrit par une orbitale atomique, ces nombres quantiques n, l et m sont définis, sont fixes, la seule variabilité est donnée par ms, c'est-à-dire le nombre quantique magnétique de spin. Par conséquent, pour l'état fondamental de l'atome d'hélium, les deux électrons seront tous deux décrits par une orbitale 1s, c'est-à-dire n égale 1, l égale 0, m égale 0. Et donc le seul nombre quantique qui pourra
les différencier, c'est le nombre quantique magnétique de spin, ms, qui sera 1,5 dans un cas, moins 1,5 dans l'autre. Et donc nous obtenons ici l'état fondamental, une représentation, on va dire, schématique de l'état fondamental de l'atome d'hélium, où nous avons deux électrons, tous deux décrits par une orbitale de type 1s, un électron qui est dans un cas, caractérisé par un ms de plus 1,5 et le second par un ms de moins 1,5. Dans la vidéo suivante, nous étendrons tout ce que nous avons vu maintenant au cas à n électrons, c'est-à-dire aux atomes polyélectroniques ayant un nombre quelconque n d'électrons.